Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Mon nom est Sally Guy et je suis directrice des politiques à l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux. Et j'ai le plaisir d'animer la présentation d'aujourd'hui. Cette présentation est une collaboration entre l'AXE et Service social international Canada, ou bien SSI, et nous sommes très heureux de vraiment mettre en vedette leur travail et en parler de comment ils peuvent soutenir peut-être votre pratique. Alors, avant de présenter notre conférencière, je vais rapidement passer en revue certaines formalités. La présentation d'aujourd'hui durera environ 35-40 minutes, suivie d'une période de questions à la fin. Je vous encourage à taper vos questions à tout moment et je commencerai à les poser à la fin de la présentation. Et aussi, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site web de l'AXE demain sous l'onglet de formation continue. Les diapositives peuvent être maintenant téléchargées sous le widget ressources qui est à la gauche de votre écran. Enfin, un certificat de présence sera disponible à la fin de la présentation. Il suffit juste de cliquer sur l'icône jaune située en bas de la fenêtre lorsque la présentation se termine. Cela dit, j'ai maintenant l'honneur de présenter notre conférencière. Alors, Sylvie Lapointe est présentement directrice du service au SSI Canada et figure parmi les travailleurs sociaux internationaux les plus expérimentés et les plus respectés du réseau mondial du SSI. Elle travaille pour le SSI Canada depuis plus de 16 ans. Elle est également membre du comité consultatif professionnel pour eux. En tant que travailleuse sociale elle-même, Sylvie a vraiment une passion pour sa profession qui est évidente dans la qualité de travail qu'elle offre aux travailleurs sociaux partout au monde et au Canada. Sylvie coordonne le traitement des dossiers entre les organismes et les ministères canadiens et les plus de 120 pays qui composent le réseau mondial du SSI. Les adoptions internationales, la protection de l'enfance et le placement dans le kinship entre les pays sont des problèmes constants dans son travail. Sylvie connaît les pratiques et les politiques dans la plupart des provinces canadiennes ainsi que les lois et facteurs culturels qui influencent le travail social dans d'autres pays. Elle a eu une carrière très intéressante et très décorée, donc je vous encourage de lire sa bio au complet qui est à droite de votre écran. C'est clair qu'elle a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui et avec cette introduction, j'ai le plaisir de céder la tribune à Sylvie. Merci Sally. Bonjour tout le monde. Je vais commencer tout de suite par, je sais que Sally vous a parlé un peu de moi, mais j'aimerais aussi me présenter. Donc, je vais vous parler un tout petit peu à propos de moi pour que vous sachiez un petit peu mon cheminement en tant que travailleuse sociale. Ensuite, je vais vous présenter le réseau du Service social international. Ensuite, je vais vous parler de la pratique et du SSI Canada. La partie la plus intéressante pour tout le monde quand je voyage et puis que je présente le SSI, c'est toujours à la fin c'est une bonne partie de ma présentation, c'est-à-dire que je mentionne beaucoup d'exemples de cas de différents types de dossiers qu'on a eus. Parce que ça va vraiment vous donner une image ou une idée de comment on peut vous aider dans votre pratique. C'est vraiment à travers les exemples de cas qu'on peut vraiment comprendre pourquoi la nécessité du service social international, parce que souvent les gens vont penser du service social international, c'est d'aller porter de l'aide humanitaire. Et puis nous, on n'est pas à propos de ça. Nous, on fait vraiment du service social pour les familles, les enfants, les individus, dans toutes sortes de catégories que je vais vous présenter plus tard. Donc, c'est là que vous allez vraiment comprendre, le SSI Canada, j'ai peut-être besoin de eux dans mon travail, puis pourquoi j'ai besoin d'eux. Parce que souvent, on nous oublie quand on travaille dans notre quotidien. Donc, et à la toute fin, comme Sally a mentionné, on peut avoir une tonne de questions, puis ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions parce que c'est là que j'ai vraiment compris que les gens ont écouté et sont aussi curieux. Donc, j'espère qu'il y aura des questions et puis ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, le Service social international a été fondé en 1924 à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc, si je ne me trompe pas, on est à peu près une des plus vieilles institutions NGO ou ONG qui existent à travers le monde. Donc, c'est-à-dire que comment c'est commencé, puis je suis un peu fière de le dire parce que c'était deux regroupements de femmes qui étaient liées à des églises, un regroupement aux États-Unis et un regroupement en Europe qui ont fait une correspondance.
puis qui ont commencé à parler qu'il y avait un gros problème suite à la guerre où les familles avaient été divisées, où les familles avaient été séparées à cause du conflit, et comment on pouvait travailler pour que les familles soient de nouveau reconstituées. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement les hommes qui avaient été à la guerre, mais souvent les familles, pour protéger les plus petits enfants, avaient envoyé des enfants chez de la famille à l'extérieur ou dans un autre pays ou des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire ces deux regroupements de femmes ont essayé de trouver une solution et c'est comme ça qu'est né le SSI. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, pratiquement, on s'en va sur notre 100 ans. Là. Plus tard, on a développé d'autres capacités, on a développé d'autres façons de fonctionner, on a découvert d'autres champs de services sociaux internationaux, mais à la base, c'est ça. Donc, je trouve que c'est quand même une histoire très simple, mais aussi très qui nous apporte beaucoup de empowering dans le sens qu'on pense à deux petits groupes de femmes dans deux pays qui différents puis qui ont quand même eu cette idée géniale-là. Moi, j'aime beaucoup l'histoire du SSI Canada et le SSI en général pour ça. Donc, le SSI accomplit son travail en appliquant les conventions internationales, c'est-à-dire que le SSI, moi, j'aime toujours dire aux gens, on ne travaille pas juste pour le fait de travailler, on s'applique vraiment et on prend nos décisions en suivant les chartes internationales et les standards internationaux qui existent. Donc, j'en ai nommé quelques-unes sur la diapo. Là. United Nations Committee on the Rights of the Child, c'est définitivement quelque chose qui mène notre travail à tous les jours. Les conférences de la haie sur les droits privés. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre beaucoup la Convention de la haie sur l'adoption internationale, la Convention de la haie sur la protection de la jeunesse, et puis celle pour l'enlèvement des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que je mentionne souvent aux gens en tant que travailleurs sociaux. Moi, en tout cas, quand j'ai fait ma formation, j'ai oublié, là, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous parler un peu de moi. En tous les cas, on va continuer, puis si jamais le sujet vient. Mais quand j'ai fait ma formation, on dirait que je n'avais pas été exposée à ces conférences-là internationales et aux standards qui existaient à travers le monde pour mener une pratique de service social. Donc, on a aussi un statut d'observateur avec the African Committee of Experts on the Rights of the Welfare of the Child. Puis ça, c'est très flatteur qu'on ait pu faire partie de ce regroupement-là parce que c'est-à-dire que le SSI n'étant pas fondé comme tel, vous allez voir plus tard où est notre bureau, n'est pas en Afrique comme tel. Donc, d'avoir obtenu le statut d'observateur, c'est très flatteur, mais je peux revenir là-dessus plus tard. Donc, avant de continuer, je pense que je vais prendre l'opportunité, puis j'espère de ne pas trop mélanger les sujets, mais je veux juste vous mentionner très rapidement que j'ai fait ma formation de service social à l'Université d'Ottawa dans mon temps, parce que ça fait 16 ans que je pratique, et même, en fait, ça fait 20 ans que je pratique, donc il n'y avait pas le fameux bac en travail social à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai fait un bac en psychologie et en sociologie, et à la suite de ça, j'ai fait une maîtrise en français à l'Université d'Ottawa. Et puis, après la graduation, mon travail et ma vie personnelle m'ont apporté à faire de la protection de la jeunesse dans le nord de l'Ontario, qui n'est pas vraiment le nord, mais à North Bay en Ontario. Donc, mon background est la protection de la jeunesse. J'ai fait du frontline pour 4 ans avec la protection de la jeunesse là-bas. Donc, c'est mon background. Et ensuite, ma vie personnelle m'a ramenée à Ottawa, où je réponds à une toute petite annonce dans le journal Le Droit. Je ne sais pas si les gens vont comprendre de quoi je parle quand je mentionne ça. Une toute petite annonce qui demandait une travailleuse sociale bilingue avec une maîtrise pour faire de l'international. Et à ce temps-là, comme plusieurs personnes, je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai quand même pris la chance. Et puis, on m'a engagée comme travailleuse sociale au début. Et puis, j'ai tranquillement, pas vite, avancé avec le service social international. Donc, mon histoire n'est pas si intéressante que ça, mais j'aime dire et je suis fière de dire que ça fait 16 ans que je suis avec le service social international. Puis, dans ma bio plus tôt, Sally vous disait que j'étais une des plus expérimentées. C'est parce qu'avec 16 ans, je suis à peu près dans les 10 plus vieilles, entre guillemets, qui travaillent à travers le réseau parce que, comme vous savez, les gens viennent dans la pratique et repartent et puis tout ça, mais on est quelques-uns, on est à peu près une dizaine que ça va faire 15 ans, mettons 12 ans et plus que l'on travaille pour le SSI. Donc, c'est pour ça que dans ma biographie, on dit que je suis une des plus expérimentées, mais ça ne veut pas dire que
que je suis nécessairement si vieille que ça, là. On va faire une petite farce. Donc, laissez-moi continuer à avancer avec la présentation. Donc, en gros, c'est à ça ici. J'aime les images parce que ça nous donne une idée visuelle de qu'est-ce que fait le service social. On fait de la protection, on fait de la médiation, puis ça, c'est pas médiation là au sens très, 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 très large. Je peux soit vous donner des exemples ou élaborer là-dessus si quelqu'un a des questions. On aime dire qu'on apporte un certain support aux familles, aux enfants et aux individus. Parce que dans le support aussi, je vais utiliser le terme qu'on utilise en anglais. Le SSI se retrouve souvent dans des situations où on doit faire du advocacy pour les différents clients avec qui on travaille. J'ai une pile de dossiers sur mon pupitre en ce moment qui est justement des dossiers que moi je garde pour moi parce que je veux défendre les droits de certaines personnes. J'ai un bébé que je suis en train d'essayer de défendre. J'ai une jeune maman qui est séparée de son enfant que j'essaie de défendre en ce moment. Donc, on se retrouve souvent, même à l'international, à avoir à supporter des gens comme ça dans des situations qui ne sont pas faciles parce qu'en plus, les nôtres sont internationales. L'autre image que vous voyez, la réunification, comme vous le savez, de nos jours, les gens se déplacent de plus en plus rapidement que n'importe quel temps dans l'histoire de l'humanité. Donc, il y a des familles qui sont séparées, non seulement à cause des situations de réfugiés ou des situations d'immigration, mais pour diverses raisons, les familles se voient séparées. Même dans réunification, on peut parler de dossiers d'adoption, donc des gens qui se recherchent. Donc, vous allez voir dans mes exemples de cas, je peux vous en parler un peu plus longuement. Et en bas, on peut voir l'image qui est avec la famille qui est séparée par la barrière de train, là, que j'appelle ça. On appelle, nous, c'est l'icône que le SSI a choisi pour démontrer l'adoption internationale. L'enfant qui est derrière le barbelé, c'est les enfants non accompagnés. C'est un sujet très, 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 très sérieux et très émergent au SSI. On fait beaucoup de travail de ce niveau-là. Encore une fois, je peux vous parler même d'une publication qui a été préparée tout récemment qu'on aime partager. Le prochain icône, oui, ça recommence encore à parler de séparation et médiation. Encore une fois, au sens très large. La dame qui est par-dessus un arbre, c'est l'expression, le dessin est venu de l'expression anglophone « search for roots ». Donc, les gens qui recherchent leur antécédent, leur histoire. Le SSI peut encore jouer un rôle très significatif là-dedans. Et le dernier petit icône est un sujet émergent pour nous. Je dis émergent parce que c'est nouveau, je crois, pour la plupart des gens en service social, surtout peut-être au Canada, parce que c'est pas un sujet que l'on parle souvent, mais c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter plus de 5 ans passés dans le réseau. Qui s'appelle, je ne sais jamais comment vraiment le dire en français, mais je vais espérer que les gens soient patients avec moi en acceptant que je dise surrogacy. Donc, c'est pas seulement l'histoire de la mère porteuse, mais tout la composante et toutes les personnes qui sont impliquées dans surrogacy, c'est-à-dire le donneur de sperme, la mère porteuse, le bébé, les familles biologiques ou puis les familles adoptives. Donc, il y a tellement de différentes facettes de quoi on peut parler quand on parle de surrogacy. Donc, ça, c'est nos icônes qui représentent un peu ce que l'on fait, parce qu'on en fait beaucoup plus que ça, mais aussi certains des sujets que l'on traite d'une façon régulière ou bien qui nous intéressent beaucoup. Mais ce sont des petits icônes qui nous donnent une idée visuelle de ce que peut être le SSI Canada. Et le SSI en fait en général comme réseau. Donc, le réseau comme tel du Service social international a son siège social à Genève, comme la plupart des sièges sociaux des grandes ONG. Vous savez, l'UNICEF est là, et puis les Nations unies sont là, et puis donc c'est un peu naturel et opportun que le SSI soit là aussi, parce qu'il y a beaucoup de rencontres et puis de différentes collaborations qui doivent se faire. Donc, c'est idéal que le secrétaire général soit là. C'est quand même un assez petit bureau, mais qui en fait beaucoup, puis je vais élaborer un peu plus tantôt. Et puis, le réseau comporte 120 membres à travers le globe.
je dis 120, mais c'est drôle comment que le chiffre peut vraiment changer. Ça peut être 115 une journée, ça peut être 140 l'autre. C'est-à-dire que dépendant, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens avec qui on travaille, il faut être patient avec le service social international dans le sens que, dépendant de Dame Nature, on peut perdre une collaboration très facilement. Comme vous pouvez vous imaginer, aux États-Unis, comme c'est là, encore les services sont encore très fragiles dans tout ce qui est la Floride, le Texas, et puis tout ce que vous avez entendu sur les nouvelles récemment affecte notre service. Les guerres, les conflits internes, tout peut affecter notre service. Donc, tout change pas d'une journée à l'autre, là, ça serait une exagération, mais tout peut changer d'une journée à l'autre, dépendant de la situation de certains pays. Donc, ce qui est important aussi de savoir à propos de chaque membre du SSI, c'est qu'on est tous uniques et différents. Donc, c'est-à-dire ici au SSI Canada, on a un bureau, on est à Ottawa, on fait du service social international, et puis mes collègues à travers le monde peuvent faire plus ou moins la même chose que moi, mais avec différentes ressources, différents financements, mais aussi différents partenaires à travers le monde vont faire aussi différents projets ou être un peu plus engagés dans différents dossiers. Donc, on n'est pas des copies conformes un de l'autre, sauf que dans le réseau, on s'entend que pour être membre, on doit accepter de travailler sous certaines conditions, entre autres, avoir aucun préjudice, avoir aucune, ne pas être affilié à aucune religion ou des choses comme ça. Donc, c'est à propos d'une ouverture d'esprit très englobante qui travaille avec tout le monde et puis sans parti pris ou des choses comme ça. Donc, c'est à peu près ce qui va nous unir le plus et bien sûr les standards internationaux que je vous mentionnais plus tôt et puis les conventions sont à la base pour tous les membres. Donc, on doit avoir une certaine unification. On doit être unifié, on doit avoir certaines choses en commun, mais on peut aussi être très différent. Donc, vite fait, c'est à peu près à quoi on ressemble, mais je vous dirais que la photo devient un peu vieille, il faudrait que j'en demande une nouvelle. Et j'ai toujours ri quand j'ai reçu cette photo-là parce que, comme vous voyez au Canada, le petit point jaune semble être, moi je dis toujours en Saskatchewan quelque part, alors que notre bureau est à Ottawa. Donc, c'est pas 100% représentatif, mais ça vous donne une idée où le service social a des membres et avec qui on peut travailler. Pourquoi je vous dis que la carte est un peu plus ancienne, c'est parce que je sais, entre autres, que l'ouest de l'Afrique est beaucoup plus développé que ça. On a plus de 17 partenaires maintenant dans l'ouest de l'Afrique, donc ce serait intéressant de revoir une autre carte de préparer pour vraiment démontrer tous nos partenaires. Mais c'est en gros, c'est à peu près à ça qu'on peut ressembler. Donc, le secrétaire général que je vous parlais, qui est à Genève, a différents, il y a au-dessus de 16, je vais entre guillemets 16 unités, mais je ne voulais pas passer à travers ça avec vous parce que ça devient peut-être un peu long, mais j'aime savoir que les gens comprennent tout ce qui peut se passer du côté de Genève parce que c'est une unité très importante pour nous. Entre autres, à Genève se passe la division des réseaux ou le casework. Là. Donc, c'est eux qui identifient les nouveaux partenaires, c'est eux qui accréditent les partenaires et qui font l'évaluation des partenaires. Donc, c'est-à-dire que c'est très important, en tout cas pour nous à tous les jours, de pouvoir faire appel à cette division-là et de leur dire allô, j'essaie de travailler avec tel pays, mais récemment, je n'ai pas eu de réponse, ou bien je vais envoyer pour la première fois un dossier à pays X. Peux-tu me dire si l'accréditation est concluante? Est-ce que c'est un bon partenaire fort? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire tel ou tel genre de dossier, des choses comme ça? Donc, ça prend toujours, comme vous pouvez vous imaginer, quand on est un gros réseau comme ça, quelqu'un qui est au centre et puis qui est là pour plus ou moins gérer tout ce qui peut se passer à travers avec les membres. Une composante très, très, très intéressante, surtout pour les gens qui travaillent en adoption, c'est le Centre international de référence pour les droits de l'enfant privé de famille. C'est un grand, grand centre de recherche. Tout récemment, j'étais là pour une rencontre et il y avait des collègues que je n'avais pas encore rencontrés parce qu'il y a toujours du mouvement, mais ils sont une équipe d'à peu près 7 personnes qui
tous les jours, tout ce qu'elles font, c'est de la recherche à propos des enfants en soins, des enfants adoptés, et encore une fois, tous les gens qui peuvent être impliqués par ça. Et ils préparent à tous les mois un bulletin mensuel qui est en moyenne à peu près 14 pages, avec des nouvelles de ce qui se passe dans certains pays, de nouvelles recherches émergentes sur certains sujets, comme entre autres, c'est eux qui sont tout en train de faire la recherche sur le surrogacy que je vous ai plus tôt là. Donc, ils sont constamment à l'affût de tout ce qui se passe et puis ils compilent toutes ces données-là dans leur bureau. Donc, c'est très, très, très intéressant de leur parler. Donc, entre autres, je vais vous donner un exemple d'un bulletin mensuel qui est sorti en juin, je crois, en 2014 à peu près, parce que c'était une publication qui m'a frappée. Elles avaient pris le sujet des papas, parce que c'était la fête des pères en juin, donc elles ont parlé du père qui adopte, du père qui est en foster care, d'un homme qui a été lui-même élevé par deux papas qui étaient homosexuels, des choses comme ça. Donc, ils choisissent souvent des thèmes et ils les élaborent et puis les construisent toute une publication autour de ça pour rapprocher les sujets. Donc, si jamais vous voulez des exemplaires de ça, serait de communiquer avec moi, puis je pourrais vous donner de l'information. Puis avec tout ça, depuis 1924, vous pouvez vous imaginer, en fait, ça fait seulement que 25 ans que le centre de référence existe, le CIR, comme je l'ai mis en acronyme plus haut. Ça fait 25 ans qu'il existe, mais des archives et des archives et des archives sur une tonne de sujets. Donc, c'est très, très, très intéressant de savoir tout ce qui se passe chez le CIR. Il y a toute une unité de médiation. Quand plutôt je vous ai dit qu'on fait de la médiation, c'est une unité qui coordonne les efforts des médiateurs dans plus de 60 pays. C'est-à-dire que la médiation est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans les conflits. Je les mets encore entre guillemets, les conflits de famille ou les malentendus de famille. Et puis, on a accès à des médiateurs dans plus de 60 pays. C'est-à-dire moi, je peux faire appel en tout temps à l'unité de médiation et dire j'ai un client ici, je ne sais pas moi, en Saskatchewan qui justement aimerait avoir des services de médiation, mais avec le pays en Égypte. Qui, en Égypte, peut faire de la médiation pour travailler avec quelqu'un au Canada pour faire avancer un sujet. Donc, c'est une unité qui devient, puis qui est grandissante. Donc, c'est très intéressant de savoir que ils ont toutes compilé ces données-là sous un même toit. Les projets spéciaux, c'est pourquoi je les mentionne, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai même participé à ce projet-là. Il y a plusieurs projets spéciaux qui se passent, mais entre autres, je voulais mentionner Un meilleur futur est possible. C'est un projet qui se passe dans à peu près 5 pays comme c'est là, et différents pays, puis c'est très intéressant parce qu'ils ont tous évolué de façon différente, mais c'est à propos des enfants qui se retrouvent dans ce qu'on appelait, j'aime pas utiliser le nom de nos jours, les orphelinats, et surtout avec des besoins spéciaux. Et c'est comment on peut travailler avec les gens dans ces pays-là pour peut-être possiblement faire adopter ces enfants-là et s'assurer aussi en parallèle qu'ils obtiennent les meilleurs services parce que les enfants avec les besoins spéciaux souvent sont négligés dans certains pays, sont oubliés dans certains pays. Donc, c'est de travailler avec eux pour s'assurer qu'on fait des bonnes évaluations de ces enfants-là, on s'assure de les encadrer le plus possible et de travailler avec le pays pour, si possiblement, il peut y avoir une adoption, que ces enfants-là soient placés dans des familles. Donc, je peux vous parler plus longuement de mon projet plus tard, mais aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif. Mais si jamais, encore une fois, vous avez des questions ou vous voulez me parler un peu, vous voulez parler plus longuement de ce projet-là, ça me ferait plaisir. Donc, j'avance à la prochaine partie parce que je vais vous parler plus précisément. Maintenant, on approche plus concrètement qu'est-ce qu'on fait ici au SSI Canada. Donc, à tous les jours ici, on traite les dossiers avec, surtout comme c'est là, parce qu'on a des contrats avec les agences de protection de la jeunesse à travers le Canada. Donc, c'est surtout le point focal de notre travail. Donc, c'est-à-dire que avec l'Ontario, c'est la Société de l'aide à l'enfance, donc le CAS pour les gens qui préfèrent l'appeler comme ça. L'équivalent
en Colombie-Britannique qui s'appelle le MCFD, l'équivalent au Québec qui est les centres jeunesse, anciennement les centres jeunesse qui sont maintenant les CIUS. Donc, c'est surtout notre point focal. Je vous dirais qu'on fait de nos dossiers, c'est entre 80 à 85 de nos dossiers sont pour le bien-être de l'enfant. Encore une fois, quand on va aller dans les exemples de cas, dans 2-3 slides, je pourrais vous donner des exemples concrets de comment on travaille avec les agences de protection de la jeunesse. On travaille aussi dans des dossiers de garde et de tutelle, c'est-à-dire quand, ça j'ai pas d'exemple concret plus tard, mais je peux vous expliquer rapidement dans des dossiers où les parents sont séparés ou divorcés, ils n'habitent plus dans les mêmes pays. Souvent, la Cour va demander des évaluations des deux parents avant de faire le choix pour savoir qui aura la garde de l'enfant. Donc, parce que l'évaluateur ne peut pas travailler dans les deux pays parce que c'est pas possible à cause de la distance et du temps, etc. Les juges vont nous envoyer des demandes pour évaluer des parents qui sont ici au Canada. Et nous, on travaille avec, dépendant de la province, on va travailler souvent avec les départements de la justice pour trouver des évaluateurs qui pourront aller visiter les foyers, avoir des conversations quand même parfois très difficiles à propos de la garde et de la tutelle. Et nous, notre travail, c'est de renvoyer les résultats au juge qui aura la lourde tâche de décider qui aura la garde de l'enfant. Ce qui n'est pas facile quand on parle d'enfants séparés par souvent des océans. Les deux parents qui sont séparés par des océans, je pourrais dire. Des recherches d'antécédents, ça c'est devenu quelque chose qu'on devient, je ne veux pas trop me taper dans le dos, mais on devient un peu expert dans les recherches d'antécédents, c'est-à-dire que ça on fait, c'est ce que les gens vont souvent appeler les record checks ou les prior contact checks. Donc, pour les foyers d'accueil, pour les familles qui adoptent, aller chercher à savoir s'ils ont des dossiers avec les protections de la jeunesse outre-mer et où on peut aussi aider, mais souvent on explique qu'on est un service social international, on n'est pas Interpol, mais on essaie aussi de collaborer pour essayer de trouver les antécédents criminels. Donc, on a une bonne banque de données à savoir comment accéder à ces données-là à travers le monde. Ce n'est pas tous les pays qui les ont, mais quand on a l'information, on peut aider. Les placements au sein de la parenté pour les kinship en anglais, donc c'est-à-dire de préparer des évaluations de foyer pour savoir si un enfant peut être placé chez un ami de la famille, oncle, tante, grands-parents, etc. On travaille aussi dans des recherches et réunifications, soit pour en post-adoption, comme j'ai mentionné plus tôt, mais aussi pour les enfants en soins. J'ai un exemple à la fin que je veux vraiment vous mentionner parce que c'est un de mes dossiers que je pense que j'oublierai jamais, donc j'aime souvent le mentionner. Mais vous allez voir un exemple concret de ce qu'on peut faire. Pour les adoptions internationales, on en fait de moins en moins parce que, encore quand on parlait de standards plus tôt, il y a la Convention de la Haye qui existe sur l'adoption internationale. Donc, de plus en plus, les pays sont signataires à cette convention-là et ont appris à travailler ensemble dans les dossiers d'adoption. Mais quand un pays n'est pas signataire à la Convention de la Haye, on peut aider à coordonner dans les dossiers en faisant soit j'ai souvent coopéré dernièrement des Canadiens qui habitent outre-mer, mais qui veulent adopter et qui sont là-bas. Moi, je vais aider à faire la collecte de données pour les références ou bien pour, ils appellent ça character references ou des choses comme ça. Ou bien je peux même aider à l'agence d'adoption à monter le dossier pour l'envoyer à un pays X, Y ou Z qui n'est pas signataire de la Convention de la Haye. Et souvent, parce qu'on n'est pas signataire de la Convention de la Haye, on aime se fier à une agence qui est neutre dans le pays d'où vient l'information. Donc, nous, on est vu comme une agence neutre. On n'est pas parti pris dans ces dossiers-là. On aide aussi dans les dossiers d'enlèvement d'enfants. J'aime souvent dire, c'est pas comme dans les films, on n'a pas d'hélicoptère et on retourne chercher des enfants qui ont été enlevés. Mais nous, on va faire la composante sociale. J'ai justement un exemple que je peux aussi ajouter si j'ai encore du temps, parce que je vois le temps qui file, mais j'ai un super bon exemple de dossier pour enlèvement d'enfants, mais j'essaie de porter un peu plus d'attention sur le service social international quand ça a rapport avec des dossiers de protection de la jeunesse, parce que c'est encore quelque chose qui est
avec lesquels on travaille plus. Mais encore une fois, si quelqu'un veut entendre parler de mon histoire d'enlèvement d'enfants, j'ai des quand même bons dossiers où on a eu beaucoup de succès. Donc aussi, comme je vous l'ai dit plus tôt, plaidoyer en faveur des droits des enfants, des parents et de toute personne vulnérable. Donc, encore une fois, en anglais, le advocacy, donc plaidoyer pour s'assurer que personne n'est oublié dans l'équation quand ça vient des dossiers internationaux, parce que ce que j'ai appris à travers les années, c'est que les gens travaillent avec les familles et les enfants dans leur meilleur intérêt, mais on oublie que moindrement qu'ils sont plus sur notre territoire, qu'ils sont plus en anglais notre jurisdiction, on perd tout contrôle de ce qui peut se passer. Donc, on oublie des étapes ou on oublie de vérifier si l'immigration va jouer un rôle ou des choses comme ça. Donc, de plus en plus, je trouve que le SSI se retrouve dans des situations où on doit plaidoyer pour les gens qui sont délaissés ou qui sont au dépourvu. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, juste pour vous donner une idée, je vois que j'ai écrit la réouverture du SSI. Donc, le SSI Canada existe au Canada comme agence indépendante depuis plus de 35 ans. Avant ça, c'était le SSI existait, mais sous des branches de gouvernement. Moi, j'étais pas là, 35 ans passés et avant, donc je peux pas vous dire, mais c'était à peu près, Pardon Welfare. Il y avait une petite composante qui était le SSI pour faire l'international, mais depuis 35 ans, le SSI est indépendant. À cause de problèmes financiers, le SSI a dû fermer en 2007. Donc, et moi, j'étais là. Moi, j'ai vraiment perdu mon travail, mais j'ai pris le SSI, j'ai travaillé de ma maison pour m'assurer que le SSI continue. C'est combien j'aime le SSI et je crois dans le SSI. Donc, je peux vous dire que les statistiques que l'on garde depuis ce temps-là, depuis 2007, on a fait plus de 3200 dossiers à notre actif. Donc, c'est quelque chose de quoi on est très fiers. On n'est plus dans ma maison. Ça a duré juste 4 ans, cette situation-là. On est maintenant dans un bureau légitime avec des employés et tout, là, donc on s'est rebâti. Mais c'est juste que je peux juste vous dire les données depuis 2007. J'ai mis une liste très, très, très rapide des pays avec lesquels on a travaillé depuis 2007, mais il y en a beaucoup plus que ça, c'est certain. Mais c'est toujours amusant de voir la liste défiler devant nous des pays avec lesquels on a travaillé. Donc, avant que je commence les exemples de cas, je veux aussi insister que si les gens m'appellent pour un dossier de protection de la jeunesse, OK, Sylvie, j'ai telle situation avec tel pays, c'est pas moi qui pacte ma valise, comme on dit en bon français, et qui part pour aller faire le travail. Pourquoi que je crois infiniment au SSI? C'est parce que moi, je vais prendre l'information de la personne ici au Canada et je l'achemine à mes partenaires dans mon réseau et eux vont aller faire l'évaluation ou vont s'assurer que l'évaluation est complétée par des agences de protection ou l'équivalent, si c'est un dossier de protection de la jeunesse, bien sûr, l'équivalent dans ce pays-là. Donc, pourquoi j'y crois? C'est pas parce que les gens pensent souvent, les États-Unis, tu sais, c'est juste en bas de chez nous, c'est au sud, on a un passeport, on y va, puis on parle la langue, puis tout va bien fonctionner. Mais c'est pas comme ça parce que pour moi, même moi en tant que Canadienne, je peux pas aller évaluer le milieu idéal pour une famille qui habite au Texas. Pas parce que je parle pas la langue, je pense que je comprendrais très bien l'accent même si je me pliais l'oreille, mais c'est-à-dire que je connaîtrais pas les ressources communautaires, je connaîtrais pas exactement le système scolaire, malgré qu'il ressemble beaucoup à ce qu'on a ici au Canada, ça sera quand même pas la même chose. Je connaîtrais pas les lois d'immigration, je connaîtrais pas X, Y et Z. Donc, imaginez-vous quand c'est un pays où on ne parle pas la langue, où on n'a pas la même culture, où on n'a pas les mêmes lois. Ça, c'est la chose la plus importante à garder en tête. On n'est pas équipé, on n'est pas outillé pour faire une bonne évaluation. À ce jour, il n'y aura pas personne qui pourra me convaincre que de placer un Canadien ou une Canadienne sur un avion pour aller faire une évaluation en Allemagne est la chose à faire. Je n'y crois pas. Je crois qu'il y a mille et une raisons pourquoi que ça ne devrait pas être fait. Puis, c'est pour ça que je crois beaucoup au réseau, parce que comme vous allez voir dans mes exemples de cas qui s'en viennent, il y a des questions très, très, très sensibles qui arrivent, même d'ici au Canada. Et puis, on doit avoir
l'équipe de l'autre côté de l'océan qui va travailler très fort avec les connaissances qu'ils ont avec leur travail. Donc, ma première exemple, c'est c'est un des premiers dossiers que j'ai traité quand j'étais les gens appellent ça ma table de cuisine. C'est un dossier qui est venu de la protection de la jeunesse, puis je vais le dire, c'est de Toronto. C'est une jeune fille de 13 ans qui est arrivée à sa professeure après l'école, puis elle a dit, je veux pas aller à la maison parce que chez moi, je me fais abuser physiquement et sexuellement par mon père. Elle était à bout, elle voulait plus le tolérer, donc elle a cherché de l'aide auprès de sa professeure. Bien sûr, la professeure, comme elle avait bien eu sa formation, la première chose qu'elle fait, c'est d'appeler la protection de la jeunesse et mentionne les inquiétudes qu'elle a. La protection de la jeunesse, bien sûr, vient interviewer la jeune fille qui explique, après tout ça, ça fait plus de 5 ans que je suis partie de la Jamaïque. Ma maman est encore là, je suis venue avec mon père, etc., etc. Donc, le travail de la protection de la jeunesse était, bien sûr, leur premier instinct, c'est on a pris un enfant en soins. Je sais comment ça fonctionne en Ontario, puis j'imagine que c'est semblable partout au Canada. On a 24 heures pour aviser les parents que leur enfant est en soins. Donc, l'instinct de la Société de la protection de la jeunesse à Toronto a été, il faut qu'on appelle le SSI, il faut qu'on laisse savoir à la mère qu'on a sa fille. Donc, encore plus intéressant, c'est que la jeune fille était partie depuis tellement d'années que quand on lui demandait quel est le nom de ta mère, ben, son instinct était de dire encore, ben, le nom de ma mère, c'est maman. C'était très difficile d'essayer de ramasser de l'information. C'était quoi ton adresse en Jamaïque? Ben, son adresse pour elle, c'était, ben, j'habitais à côté de l'église Blanche. Là, tu sais. C'était très difficile pour la Société de la protection de la jeunesse de cumuler des données, mais ils ont été très patients, ils ont été très vigilants. Et puis, on a pu quand même monter un dossier qui faisait plus ou moins de sens pour la Jamaïque. Et puis donc, ici, le rôle au SSI a été de communiquer avec les partenaires en Jamaïque, donner l'information qu'on avait en leur disant la Société de protection de la jeunesse de Toronto demande que on rencontre la mère pour lui laisser savoir. Mais comme vous pouvez vous imaginer, c'est pas du tout ça qui a fini par être notre travail. Notre travail a été qu'il y avait une maman qui, depuis 5 ans, n'avait aucune nouvelle de sa fille. Donc, on a eu l'autre côté de la médaille parce qu'on ne comprenait pas pourquoi que la jeune fille était ici, mais la mère a fini par nous expliquer. J'ai donné le consentement à mon ex-partenaire d'amener ma fille au Canada pour une meilleure éducation, mais il m'avait juste dit qu'il s'en allait au Canada. Puis quand moi, je regarde la carte du Canada, mais je ne sais pas si c'était Montréal, Toronto, Vancouver. Pour moi, c'était juste un énorme pays, puis je ne savais pas comment commencer à trouver ma fille parce que quelques mois après qu'elle est partie, la mère a très bien compris que les ponts avaient été coupés. Comme que vous savez, de la dynamique de l'abus, c'est souvent ce que les abuseurs vont faire, c'est de couper les liens bien. Donc, avec cette demande-là, moi, j'ai dû retourner à la protection de la jeunesse et dire non seulement est-ce qu'on lui a laissé savoir que vous aviez sa fille, mais maintenant, la maman veut revoir sa fille. Donc, la prochaine étape naturelle a été que la protection de la jeunesse a dit, ben, on ne peut pas juste mettre cette petite fille-là sur l'avion, on ne connaît pas la mère à l'autre bout, ça prend une évaluation de foyer. Donc, je vois le temps filer, puis j'essaie d'aller le plus vite possible, mais c'est parce que c'était tellement minutieux. Donc, les gens en Jamaïque font l'évaluation de la mère. Ça revient très positif. Elle a un travail, elle a une chambre pour la jeune fille, elle a un soutien de la famille, etc., etc. Les gens ont pris le temps de lui expliquer l'abus que la jeune fille avait vécu. Donc, s'assurer qu'elle comprenne sous quelles conditions sa fille revenait, qu'elle n'était pas pour être la petite fille qui était partie 5 ans passés, mais une petite fille différente, qui avait eu des traumatismes. Donc, on aurait bien voulu tout de suite à ça mettre la jeune fille sur l'avion maintenant qu'on était rassurés, mais on ne peut pas parce que les policiers avaient décidé qu'elle était une témoin incroyable. Donc, ils ont voulu la garder pour le temps de la procédure juridique, qui nous a été plus ou moins parfait parce que ça a donné aussi la chance que la jeune fille et sa mère recréent leur lien. Donc, dans ce temps-là, on parle là, avant Skype et avant les Facebook. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré qu'elles s'échangeaient des lettres et elles s'appelaient chaque dimanche pour retisser les liens, pour réapprendre à se connaître avant que la jeune fille puisse retourner chez elle. Un petit à côté, la cour termine, le papa a eu 12 ans de prison pour qu'est-ce qu'il a fait, donc pas important à l'histoire, mais j'aime toujours le dire parce que c'est
quelque chose de positif. Et puis, la jeune fille a pu retourner chez sa mère et on a pu encore plus, comme pour vraiment bien terminer le dossier, la protection de la jeunesse a demandé un suivi mensuel pour savoir comment allait la jeune fille, si elle s'intégrait bien à l'école, s'assurer qu'elle avait les soins nécessaires en fait de thérapie et puis tout ça pour bien continuer son cheminement. Donc, j'ai réduit ça dans seulement une diapo, mais vous pouvez imaginer, c'est un dossier qui a duré à peu près, si j'avais à l'estimer, entre 9 et 10 mois. Donc, du début à la fin, on était là pour l'Agence de protection de la jeunesse et à travailler avec notre partenaire. Donc, on était la liaison entre les deux pour s'assurer que la jeune fille pouvait retourner en Jamaïque. Ça, c'est une histoire, je pourrais peut-être que c'est un drame familial qui s'est passé encore une fois à Toronto. Et puis, c'était une famille nouvellement arrivée. Après 3 mois qu'ils sont ici, le père commet un homicide envers sa femme devant les enfants. Donc, on a 2 enfants en bas d'âge scolaire, qui ont en bas de 5 ans, qui ont été témoins de cette atrocité. Et puis, encore une fois, en fait, le dossier nous est venu un peu à l'envers parce que ce sont les policiers qui sont allés dire, à travers Interpol, qui sont allés dire à la grand-mère maternelle que malheureusement, sa fille était décédée. Et puis, elle, suite à cette nouvelle-là, bien attristée, bien sûr, mais une des premières choses qu'elle a demandé, c'est « Où sont mes petits-enfants? » Donc, ça l'a fait réfléchir à la protection de la jeunesse qui avait pris les enfants en soin, bien sûr, parce que tu as une maman décédée, un papa qui a été pris pour être emprisonné jusqu'à ce qu'il puisse avoir son procès, bien sûr. Mais ça l'a fait réfléchir. Ah, il y a une grand-mère en Chine. Donc, je dis l'Asie, mais je vais être bien honnête, c'était la Chine. Donc, encore une fois, ça a été un processus où on devait travailler plus ou moins comme le dossier précédent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre des enfants sur un avion, c'est-à-dire qui est cette grand-mère-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ces enfants-là, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et puis, ce dossier-là, pourquoi je ne l'oublierai jamais, c'est un autre de ces dossiers-là que je ne peux pas oublier, c'est parce que les enfants, la travailleuse sociale ici au Canada m'appelait presque à tous les 2 jours en me disant Sylvie, les enfants sont dépressifs, ils vont pas bien, on les a placés dans le foyer le plus culturellement approprié pour eux avec la langue et puis tout ça, mais ça va vraiment pas bien. Puis, comme que je disais à chaque fois à la travailleuse, ben c'est sûr, du jour au lendemain, ils ont perdu tous leurs points de repère, ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur mère, on les place chez des étrangers. C'est juste normal qu'il y ait cette dépression-là, mais c'est certainement pas quelque chose que l'on veut. Donc, on poussait vraiment les gens de la Chine pour bouger très rapidement. Puis en plus, il y avait un côté culturel que je vais demander pardon que je ne le connais pas à 100%, mais la grand-mère insistait aussi qu'elle avait peu de temps pour enterrer sa fille. Elle avait un certain nombre de jours, puis si je ne me trompe pas, c'était 40. Donc, elle voulait s'en venir au Canada aussi pour assurer ce côté culturel-là de sa religion et de sa culture. Donc, on devait faire une évaluation de foyer, mais de façon urgente. Donc, on a réussi, on l'a fait. Elle a pu prendre un avion et venir enterrer sa fille au Canada et après tout ça, aussi rencontrer les travailleurs sociaux, revoir ses petits-enfants et repartir avec eux vers la Chine. Comme vous avez peut-être pu comprendre par maintenant, moi, j'ai jamais de clients qui rentrent dans mon bureau parce que nos clients sont les protections de la jeunesse et sont nos membres à l'extérieur parce que nos dossiers peuvent arriver d'autres pays vrais, ils peuvent venir de nos membres. Donc, moi, j'ai jamais des gens qui rentrent dans mon bureau, ou sinon, c'est très rare. Donc, la travailleuse sociale, elle m'a dit, après quelques semaines, elle dit, j'ai un cadeau à te donner, puis elle dit, j'ai tellement hâte de te le montrer. Donc, ça, c'est pas la vraie photo qui m'est arrivée, mais la travailleuse sociale de Toronto m'a envoyé une photo qui ressemblait plus ou moins à ça. C'était les 2 enfants qui sautaient sur le lit chez la grand-maman. Et puis, la minute que j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, oui, il va y avoir des problèmes qui vont les attendre plus tard parce que ce qu'ils ont vécu est définitivement pas facile. Mais il y avait une partie de moi qui était très rassurée que les enfants étaient pour prendre du mieux et puis qu'ils étaient beaucoup plus heureux que de rester ici à pas savoir ce qui se passait parce qu'ils étaient nouvellement arrivés au Canada, tout perdu qu'ils connaissaient. Donc, ça m'a beaucoup rassurée et un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Et je vois le temps filer, Sally, donc j'espère d'aller assez rapidement. Non, on est d'accord, continue. Ça va, OK.
Donc, un autre dossier qui était très intéressant, puis pourquoi j'aime le présenter, c'est parce que il n'y a pas eu une histoire fantastique comme recevoir des photos à la fin où les enfants étaient OK chez la grand-maman. Mais c'est quand même un dossier intéressant à mentionner. La protection de la jeunesse au Québec avait pris sous leur soin des enfants suite à des problèmes de consommation de la maman, des problèmes de santé mentale, et elle était une Française et Canadienne à la fois. Donc, et avec tout ça, les enfants étaient nés en Ontario, mais elle habitait maintenant au Québec. Donc, je ne peux pas commencer à vous mentionner combien de problèmes que cela posait, mais il y en avait des problèmes. C'était immigration, les cartes de santé, etc. Il y avait beaucoup de problèmes. Et les deux enfants avaient déjà été identifiés parce qu'ils avaient à peu près, ils étaient âgés à peu près en tout cas, en bas d'âge scolaire, mais quand même, là, dans les 4-5 ans, ils avaient été quand même identifiés avec des lourds retards langagiers. Ils avaient besoin de plusieurs spécialistes dans la santé. Je ne peux pas vous élaborer la liste des soins qu'ils avaient besoin, mais c'était un rendez-vous après l'autre et c'était très demandant pour la protection de la jeunesse au Québec. Donc, ce qu'ils ont demandé, c'était bien sûr d'identifier de la parenté qui pourrait s'en occuper parce que les enfants avaient un père non identifié, avaient une maman qui se retrouvait en prison quand même assez régulièrement et sinon à l'hôpital pour les problèmes de psychiatrie qu'elle avait. Donc, elle ne pouvait pas être un bon parent à ce moment-ci. Et c'était quand même un lourd des enfants qui étaient difficiles à placer même en foyer d'accueil parce que c'était tellement exigeant dans tous les services qu'ils avaient besoin que c'était difficile. Et puis la protection de la jeunesse espérait, s'ils étaient au moins chez de la famille, peut-être que ce serait mieux pour eux et pour même pour les centres jeunesse qui essayaient de les placer du mieux possible, mais les foyers d'accueil, il y avait des burn-out chez les parents nourriciers que je peux comprendre. Donc, il y a finalement la grand-mère qui a communiqué avec les centres jeunesse. Mais elle a été très honnête du début. Elle a dit les enfants sont asthmatiques et puis moi j'ai des chats. C'est plus ou moins ça. Je pourrais pas avoir les enfants qui habitent chez moi, mais j'aimerais bien avoir une communication avec eux. Donc ce qu'on a réussi à faire, puis ça a été encore une fois des mois et des mois de travail, mais on a réussi à rapatrier les enfants en France. Leur trouver des foyers nourriciers là-bas qui seraient adéquats pour subvenir à leurs besoins. Parce qu'ils avaient une citoyenneté double, c'était parfait qu'ils retournent aussi en France. Et puis, ce que je sais jusqu'à ce jour, c'est que la grand-mère était impliquée dans leur vie. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller les ramasser certaines fois pour aller à leur rendez-vous. Elle pouvait les prendre pour des visites de fin de semaine ou les sortir au cinéma et puis avoir une grand-maman présente malgré qu'ils ne pouvaient pas habiter avec elle. Donc, c'est le travail que le SSI a fait en coordonnant le tout entre le Québec et la France. Juste vite fait, un dossier qui fait souvent sourire les gens, donc j'aime ça le mentionner. Je vais essayer de le passer très rapidement, mais c'est un homme qui m'a appelé quelques années passées. Il était dans la cinquantaine avancée. Et il me dit, moi j'ai été adoptée plus jeune et maintenant je suis à un âge où je suis prêt à chercher pour mes parents biologiques. Et je le sais que ma maman biologique, elle est en Allemagne, mais je ne sais pas par où commencer. Puis moi, j'ai tout de suite dit, ça la donne bien. J'ai des super membres en Allemagne. Et puis, si vous me donnez l'information que vous avez, on essaie toujours. Parce que moi, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez du SSI Canada, moi, je dis jamais non à des dossiers. J'essaie toujours de pouvoir aider si on peut, parce que je me dis, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc, je lui ai dit, on essaie, donnez-moi ce que vous avez. Il m'envoie les noms, les dates de naissance, etc. J'envoie tout ça en Allemagne. Et la nouvelle qui me revient de l'Allemagne, c'est triste nouvelle. La maman est décédée quelques années passées, mais on a trouvé de la fratrie. On a trouvé un frère qui serait 100% son frère biologique et une demi-sœur. Donc, moi, je dois retourner à cette personne-là et j'ai dit, triste nouvelle, la maman est décédée, mais vous avez un frère et une sœur. Et puis, je me rappelle encore sa réaction, il m'a tout de suite dit, j'ai été élevée comme enfant unique, ma femme aussi, et on n'a pas eu d'enfant. Donc, si vous me dites que j'ai quelqu'un qui est parenté avec moi sur cette terre, il dit, vous venez de me faire le plus beau cadeau. Donc, on a procédé en disant aux frères et à la demi-sœur qu'il y avait un frère au Canada. Et le prochain message qui est arrivé chez nous, c'était la demi-sœur qui avait tout de suite dit, même avant que tout ça aille plus loin, là, dites à mon frère qu'à chaque
fête qu'il a eue, ma mère faisait un gâteau, allumait une chandelle et on pensait à mon frère cette journée-là parce qu'elle n'a jamais oublié sa date de fête. Donc, malgré qu'elle soit décédée, on a pu transmettre quand même un super beau message à cet homme-là. Et laisse-moi vous dire, ça n'a pas pris de temps qu'il y avait des échanges. Il y avait des gros problèmes de communication là, entre l'allemand et l'anglais. C'est pas des langues qui se ressemblent tellement, mais ils ont réussi à trouver une façon de communiquer entre les deux. Et puis, ils sont, même pas un mois plus tard, je crois que la demi-sœur et le frère sont venus au Canada pour visiter leur grand frère qu'ils n'avaient jamais rencontré. Donc, c'est une histoire qui est terminée comme ça, mais où on a pu aider. Très vite fait, puis ma diapo est pas complète parce que j'aime pas ça écrire toute l'histoire, parce que j'aime ça pouvoir la raconter parce qu'elle est quand même surprenante. Donc, je dis toujours, je veux pas que les gens la lisent avant que moi je puisse en parler. Je suis un peu égoïste comme ça. Donc, c'est un homme qui était un jeune homme qui était enfant en Colombie-Britannique, puis il était sur le point d'avoir son 18 ans. Et puis la travailleuse qui m'appelle, c'est la travailleuse qui est en charge de finir son livre de vie. Je crois que dans toutes les provinces, les gens font ça avec les jeunes qui sont enfants. On prépare un livre de vie avant qu'ils sortent de soins. Et puis, elle préparait le livre de vie. Elle avait une page blanche pour la page du côté paternel. Puis, elle dit tout ce qu'on sait du papa, c'est qu'il est décédé en Inde, telle année. Et puis, on aimerait ça savoir si tes partenaires en Inde pourraient trouver la nécrologie ou bien quelque chose qui se serait passé dans les journaux, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse mettre quelque chose dans le livre du jeune homme. Et moi, j'ai envoyé ça en Inde. Et puis, la prochaine nouvelle qui est revenue, c'est Sylvie, l'homme que tu nous dis qu'on cherchait qui était mort n'est pas décédé. Donc, j'ai tout de suite communiqué avec la travailleuse en disant, on n'aura pas une nécrologie, on n'aura pas un avis de décès, on a un papa qui est vivant, donc qu'est-ce que je fais? Et elle a tout de suite dit, oui, si on peut aller le rencontrer, que ce serait bien. Ma collègue en aide a pris un rendez-vous avec le papa. Elle est allée chez lui à 9 heures le matin et la première chose qu'il a fait, c'est d'ouvrir sa paume de main et a montré une photo à la travailleuse et il a dit « Tu es ici à cause de lui, hein? » Et il avait une photo de son fils et il dit « Oui, je le sais qu'il est au Canada, etc., etc. » Mais le papa était et moi, c'est pas moi qui le dis, et c'est pas la travailleuse qui le dit, ni ma collègue là-bas, c'était vraiment lui qui s'est professé comme ça. Il était un alcoolique, il n'était pas en mesure d'être un bon papa, mais qu'il voulait que son fils au Canada sache qu'il l'aime beaucoup et qu'il pense à lui et puis qu'il a une photo de lui qu'il regarde à tous les jours. Donc, on a pu tout rédiger ça dans un dossier, donner ça comme rapport, et puis la travailleuse a pu ajouter ça au livre du jeune garçon avant qu'il parte des soins. Et puis, ce que je dis dans ce dossier-ci, c'est certain, tout le monde voudrait bien, c'est triste, il n'a pas rencontré son papa, etc. Mais moi, je dis toujours, c'est un peu c'est quand même un beau cadeau qu'on a pu lui faire de lui dire que, son père est quand même vivant, et puis qu'il est capable de dire qu'il n'aurait pas été un bon papa, puis quand même, le jeune était, maintenant, à 18 ans, c'était plus le temps non plus nécessairement de le placer chez son père, c'était plus une question d'avoir un lien familial. Donc, c'est comme ça que ce dossier-ci s'est fini, puis je dis toujours, les gens verraient ça comme si ça n'a pas été un succès, mais moi, je le vois comme un succès parce qu'on a pu offrir ce beau cadeau-là à ce jeune-là. Puis si c'était pas de mes collègues en Inde, moi, j'aurais pas su autrement comment chercher pour quelqu'un qui est vivant ou mort en Inde. Donc là, on a eu cette nouvelle-là. Donc ça, c'est ma dernière diapo. C'est comment nous rejoindre. Soit pour ouvrir un dossier ou même pour consulter. On dit toujours que nous consulter, ça coûte rien. Puis même souvent, je vais être honnête avec vous, des fois on nous consulte puis on n'ouvre pas les dossiers parce que soit qu'il n'y a rien qu'on peut faire ou soit que je donne d'autres pistes aux travailleurs ou aux travailleuses qui nous appellent en disant essaye ici à la place ou essaie de communiquer pour faire ça ou bien tu pourras me rappeler après telles étapes ou des choses comme ça. Donc, souvent, les consultations, ça finit pas toujours par être un gros dossier. Souvent, c'est pour avoir une piste ou pour savoir comment avancer. Donc, j'aime laisser mes coordonnées. Et les gens rient de moi encore quand on dit télécopie, mais je le sais que c'est important pour les protections de la jeunesse parce que parfois, on n'a pas le droit d'envoyer de l'information par courriel. Donc, j'inclus aussi le numéro de télécopieur. Notre page web est fonctionnelle comme c'est là, mais elle est tout en train de se faire donner une nouvelle vie. Donc, il y aura des nouvelles couleurs, nouvelles images, nouvelles histoires très prochainement. Donc, même si vous allez aujourd'hui voir qu'est-ce que c'est le SSI Canada, peut-être que dans 2 ou 3 semaines, ce sera tout nouveau. Donc, c'est ici que ça se termine, puis que j'espère de pouvoir prendre de vos questions.
Ah, mais merci tellement, Sylvie, pour cette présentation vraiment intéressante et aussi très touchante. Et je ne savais pas que ça serait si comme émouvant. Euh, alors, je suis sûre qu'on est tous impatients de poser quelques questions. Le premier que je vais te demander, je pense que tu as touché un peu là-dessus, mais je pense qu'on peut clarifier peut-être encore. Elle demande, salut et merci pour cette présentation. Euh, Est-ce que je pourrais demander de l'aide à SSI en tant que travailleur social individuel, c'est-à-dire pas au nom d'une organisation plus grande, et aussi lié à ça, est-ce que vos services sont payables? Donc, oui, c'est un oui aux deux questions. C'est-à-dire que il faudrait que je parle à la personne qui a demandé la question. J'aimerais savoir un peu plus à propos du dossier, mais oui, on prend des dossiers des policiers, des avocats, encore une fois, très rare qu'on dise non. Et puis, oui, il y a un système pour payer pour les services. On est aussi en reconstruction de cette plateforme-là, mais on peut toujours négocier des différents prix dépendant du type de service qui va être demandé aussi. On peut avoir, je veux pas dire négocier je veux dire que je peux pas vous donner ouvertement comme ça combien va coûter le dossier parce que je ne sais pas c'est quoi le dossier, mais c'est-à-dire que ça va être négociable dans le sens que une fois que je sais c'est quel type de dossier avec lequel on fait affaire, oui, il y aura on peut discuter du prix et puis d'habitude c'est très abordable. Mais oui, n'importe qui peut nous appeler et puis nous demander pour un service, c'est sûr. Merci. Je pense que on dirait que c'est très flexible comme ça. Oui, on va Ma question essayer. est liée, mais plus concrète. Comment le SSI Canada est-il financé? OK, comme c'est là, nous sommes financés à travers nos contrats avec la Colombie-Britannique, l'Alberta, trois agences de la protection de la jeunesse en Ontario et le Québec. Donc, c'est strictement comme ça. Donc, comme vous savez, ça veut dire qu'on n'est pas super riche, mais on travaille très, très fort à avoir des contrats avec toutes les provinces. Mais ceci dit, c'est un peu pour aller avec l'autre question. On refuse pas des dossiers comme c'est là. Je pourrais vous dire que j'ai 8 dossiers avec la Saskatchewan. Donc, c'est pas parce que j'ai pas un contrat que j'accepte pas les dossiers de la Saskatchewan. Ça nous fait même plaisir de travailler avec eux. Mais on travaille aussi beaucoup pour ouvrir tout notre réseau avec l'Est du Canada. Donc, je sais que c'est des plus petites provinces, mais moi, je suis convaincue qu'il y a des dossiers dans l'Est parce que je pense qu'on a des familles qui nous sont venues de partout et qu'il y a des composantes internationales dans tout le Canada. Donc, souvent, si les gens ont peur parce qu'il n'y a pas de contrat, non, on va travailler avec toutes les provinces, c'est sûr, et tous les territoires. On a des dossiers avec les territoires aussi. Okay. Celui-ci, c'est un peu plus à propos de la contexte de votre travail international, je pense, et ça demande qu'est-ce qui surprendrait les travailleurs sociaux canadiens en ce qui concerne les systèmes de services internationaux? Ouf. Je crois que ça, c'est une question quand même assez difficile, mais je pense que qu'est-ce qui surprendrait le plus, c'est que dans le fait, on se ressemble beaucoup, mais qu'il y a des différences qui sont quand même flagrantes et même que nous, on penserait peut-être, je veux pas dire ridicule parce que je veux pas juger non plus, mais comme entre autres, nous, je sais qu'en Ontario, on va ouvrir le dossier souvent sous le nom au moins d'un parent ou de l'enfant. Ici, au SSI Canada, on ouvre les dossiers avec les noms des enfants. Mais entre autres, je sais qu'il y a plusieurs pays où on ouvre les dossiers sous le nom du perpetrator, donc de la personne qui aurait commis l'offense. Donc, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai appris ça. J'ai beaucoup appris aussi que dans certains pays, malheureusement, si les enfants sont pas sur le territoire, que les services se ferment beaucoup. C'est-à-dire qu'on est moins acceptant de faire des évaluations si les enfants sont pas même dans le pays. Je pourrais te dire qu'il y a plein de choses qui nous surprennent. Les âges auxquels on commence à donner des services, aux âges auxquels on finit de donner des services, les différentes règles qui sont en place concernant la protection qui nous semblerait farfelue parce que nous, je sais pas moi,
entre autres, frapper un enfant, ça va ouvrir au moins une investigation, ça va devenir un service pour la famille, etc. Mais dans d'autres pays, bien, c'est automatiquement l'enfant est enlevé, alors que dans d'autres pays, mais frapper les enfants, mais c'est encore pas une offense. Donc, c'est toute cette gamme-là où on doit apprendre à se placer sur différents issues, puis à savoir, parce que souvent le problème qui est ici, est-ce qu'on peut le transporter là-bas ou est-ce qu'on peut l'expliquer aux gens de là-bas? Je ne sais pas si les gens peuvent capter, mais c'est ça qui est le plus difficile parfois à savoir que nous, on voit comme une offense, est-ce que ça va être une offense là-bas ou le contraire? Donc, c'est peut-être ça que les gens seraient plus surpris, qu'on se ressemble, on est différents, mais en tout cas, qu'il y a parfois des grandes surprises. Oui. Alors, je pense ça nous reste tout juste le temps pour une dernière question, et ça va être une question à propos de la future. Et dans votre travail, tu vois des tendances internationales et tu es exposé chaque jour, je pense, aux questions juridiques et éthiques qui émergent dans le monde entier. Que voyez-vous comme des problèmes ou des questions ou bien des situations peut-être qu'on va voir de plus en plus dans le domaine de la protection de l'enfance ou dans ton travail au SSI? Définitivement, comme je l'ai mentionné peut-être un peu plus tôt, mais j'ai passé très rapidement, c'est quand même les enfants qui sont non accompagnés. Oui. Je le sais au Canada, c'est pas un sujet qui nous touche beaucoup parce qu'on est quand même protégé par certaines frontières et on n'est pas. Mais les collègues en Europe parlent couramment de ce qu'ils appellent en anglais Children on the Move, au point où mes collègues de la Suisse et mes collègues justement à Genève avec le CIR là, que j'ai mentionné plus tôt ont mis tout un portfolio sur comment travailler avec les Children on the Move, tous les enjeux, tous les obstacles. Donc, c'est un bouquin qui est à peu près une centaine de pages pour s'assurer qu'on donne les bons services aux enfants qui se retrouvent dans nos pays, puis comment on peut travailler avec eux, puis s'assurer qu'on les protège parce que ici, parce que le problème est quand même minime, on prend souvent les enfants en soins, puis ils finissent par être peut-être dans des foyers d'accueil jusqu'à ce qu'on puisse trouver une autre solution permanente. Mais vous pouvez imaginer, dans plusieurs pays, il y a des petits mini-camps de réfugiés qui se font pour les enfants. Comme je sais qu'il y a un enfant, qui a plus de 300 enfants qui habitent en ce moment à la frontière de l'Italie et de la Suisse. Et qu'à tous les jours, ces enfants-là, des Children on the Move, essaient de traverser les frontières d'un côté ou de l'autre, mais surtout de l'Italie vers la Suisse, parce que la Suisse a encore une très bonne réputation d'être neutre et puis très ouverte et puis tout ça, mais c'est pratiquement devenu un champ de bataille, sans vouloir dire avec les armes et tout, là, mais je veux dire un champ de bataille où c'est-à-dire qu'on a dû mettre de la protection d'extra, on doit s'assurer que des gens qui auraient des méchantes intentions comme de pédophilie ou de crime organisé ne vont pas s'intégrer là-dedans. Donc, Children on the Move devient un sujet. Puis là, je vous nomme juste une frontière, mais vous pouvez vous imaginer si on allait parler de l'Afrique, de certains pays de l'Afrique et tout ça. Donc ça, c'est définitivement un des sujets. Et puis l'autre que j'ai mentionné très vite fait, c'est le surrogacy. Comme j'ai mentionné, on a des conventions de la haie, des choses comme ça qui protègent toutes les parties pour l'adoption, pour les enfants enlevés, tout ça. Mais il n'y a rien dans les lois internationales qui protège les gens qui sont impliqués dans le surrogacy. Donc, ni les donneurs, ni les femmes porteuses, ni les enfants qui sont nés de ça. Et entre autres, quand j'ai une collègue qui m'a parlé de ce sujet-là qui était très émergent, elle m'a confirmé que la science est rendue tellement forte que maintenant on est capable de produire des bébés à partir de 2 personnes décédées. Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'ovule et le sperme de personnes décédées et on crée ce qu'elle a appelé un gamète. Donc, vous allez encore m'excuser, je ne connais pas l'expression en français, mais on crée des bébés à partir de ces 2 tissus-là. Donc, vous pouvez vous imaginer que moi, comme je vous disais, qui travaille plaidoyer pour les droits des personnes, mais moi, je trouve que les personnes décédées dans ce cas-ci ne sont pas protégées. Les enfants qui sont nés de ça ne sont pas protégés. Ils n'auront aucun droit à savoir qui sont leurs parents plus tard. Les parents qui vont finir par adopter cet enfant-là, leurs droits sont aussi offensés. Donc, c'est une des histoires ou une des aspects de notre travail qui
qui m'intrigue beaucoup parce que je le sais que ça se passe beaucoup à travers le monde où je suis même convaincue qu'il y a des familles canadiennes qui s'en vont adopter des enfants qui sont peut-être nés de cette science-là ou de mères porteuses qui sont tout simplement couchées dans un lit. En Inde, on entend parler des salles combles de femmes qui produisent des bébés à la journée longue ou je devrais dire au mois long ou à l'année longue. Pour fournir des bébés aux cultures surtout occidentales. Donc, c'est un sujet très émergent parce que le SSI veut travailler à protéger toutes les personnes qui sont incluses dans cette dynamique-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder à protéger les pères, les mères, les enfants, les adoptants, etc., etc. Donc, c'est définitivement très intéressant. Puis c'est un sujet que moi, je crois, qui va exploser, si je peux utiliser l'expression. Oui, c'est tellement intéressant, mais avec ça, on dépasse notre temps et je dois offrir mes remerciements sincères à Sylvie. Merci de partager ton temps et ton expertise. Merci à vous. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous avez aussi. Encore une fois, l'enregistrement sera téléchargé sur le site web de l'Axe demain. Pour ceux qui en ont besoin, le certificat de présence est maintenant disponible en cliquant sur l'icône jaune en bas de votre fenêtre. Une autre grande merci à Sylvie Lapointe et à l'Étoile pour vos questions et votre attention et à la prochaine. Merci.